acheter. Et c'est le même raisonnement que sur le narcotrafic. Sean School. Oui, moi je suis d'accord avec vous sur l'aspect l'image de l'image de la France à l'international. Je pense que lutter contre ces vendeurs à la sauvette, c'est un facteur clé pour la promotion du soft power français, parce qu'on donne une image négative de la France. Il faut savoir que Paris est la première destination des touristes américains qui arrivent en France. Et la première image qu'on a, ce sont ces vendeurs à la sauvette. Et ensuite, deuxième... C'est désormais une des premières destinations de tourisme aussi pour les touristes canadiens, visiblement. Ça a dépassé les États-Unis. Les Canadiens boudent les États-Unis pour venir en France. Ouais. Surtout depuis l'arrivée depuis de voilà, exactement. Oui, et je rejoins ce que vous disiez au début du sujet. C'était également pendant les JO. Les JO, ils avaient réussi à retirer ces vendeurs à la sauvette, notamment autour de la Tour Eiffel. Donc, si on met les moyens... Oui, mais c'était Fort Knox. C'est ça, c'est-à-dire il y a un moment donné, est-ce que c'est ce qu'on veut aussi? C'est-à-dire on a parlé de parenthèse enchantée, ils viennent le gâcher. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le maire d'Aurillac, quand il dit qu'ils ne viennent pas du tout pour l'événement, que c'est des personnes qui sont là pour s'en prendre à la France et à nos valeurs. C'est ce que dit le maire d'Aurillac. Oui, ça illustre l'intérêt de ces black blocs, ces mouvements d'extrême gauche. Ce n'est pas d'assister à un événement culturel, mais c'est de bordéliser la société. Et c'est également quelque chose qu'on peut voir au niveau international dans d'autres groupes d'extrême gauche. Et on peut faire le parallèle avec les émeutes qu'il y a eu à Los Angeles avec le Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd en 2020. Il y a eu également énormément de violence aux États-Unis à ce moment-là. Alexia Germont, qui sont ces personnes? Hezbollah, dont les 58 soldats français morts le 23 octobre 1983 lors de l'attentat du Drakkar. Dans ce contexte, la région Île-de-France a confirmé ce jeudi sa décision prise en juin dernier d'annuler sa subvention à Rock en Seine pour l'année 2025. Elle était d'un montant de 295 000 € l'année dernière. Des aides indirectes d'environ 150 000 € à l'achat de billets, notamment à destination de la jeunesse, ont également été annulées. De son côté, le festival Rock en Seine voit dans la présence de NICAP un enjeu de liberté de création et d'expression. Précisons que le festival de Rock en Seine maintient sa programmation, donc effectivement que le groupe va bien se produire dimanche. L'un des membres inculpé au Royaume-Uni pour infraction terroriste après avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d'un concert. Comment est-ce qu'on peut parler de culture, de liberté d'expression, Sean School, quand on crie « fuck Israël », quand on brandit un symbole terroriste pendant un concert? Est-ce qu'on est dans l'art et dans la culture, puisque finalement c'est ça qu'on attend d'un groupe qui se produit dans un festival tel que celui-ci, ou est-ce qu'on est dans un groupe qui fait de la politique finalement? Non, là ça dépasse la culture parce que, comme vous l'avez dit, ce groupe est accusé de terrorisme en Grande-Bretagne, donc ça rentre dans la notion de l'état de droit, et le fait qu'il puisse se produire, cela interroge sur le fait que les pouvoirs publics sont aujourd'hui laxistes, et ça pose la question d'un deux poids deux mesures en France, où on laisse certains groupes se produire et qui, malgré qu'ils soient accusés de terrorisme en Grande-Bretagne, quand au contraire on supprime, ou l'État supprime d'autres organisations qualifiées également d'extrémistes, comme par exemple il y a quelques années Civitas. Et il y a un deux poids deux mesures qui interroge, en effet. Et qui interroge aussi forcément les Français de confession juive qui ont du mal à comprendre qu'on puisse laisser des groupes se produire, tenir de tels propos, lorsqu'on voit à côté de ça cette explosion d'actes antisémites dont on va parler dans un instant. Merci beaucoup Alice Sommerer, on vous retrouve dans une heure. Dans une heure. Un petit peu moins, pour le JT de 15h. Pour le JT de 15h. À tout à l'heure Alice, et on revient donc dans un instant, on va parler de l'explosion de ce tsunami d'actes antisémites en France et en Europe, avec un constat absolument effrayant. Restez avec nous pour la suite de 180 minutes info sur CNews. De retour sur le plateau de 180 minutes info sur CNews, on va parler à présent de l'explosion des actes antisémites en France, en Europe. Avec ce constat effrayant, il ne se passe pas un jour sans que l'on parle d'un nouvel acte antisémite sur notre antenne. Un arbre en hommage à Ilan Halimi tronçonné, des maisons taguées dans Lyon ou encore un parc de loisirs interdit d'accès à un groupe d'enfants israéliens. Une vague de haine qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire et qui semble directement liée à la... Les organisateurs, parce que c'est vrai que derrière, il y a effectivement plein de données qui ont dû être pesées, effectivement les données financières. Je pense aussi qu'ils ont dû consulter des avocats, qu'il y a des questions de droit qui se sont posées.
enfin des données financières, ils ont cette histoire leur a fait perdre leur subvention quand même. Voilà, mais ils ont tout mis sur la table et pour prendre une décision. Après, oui, c'est compliqué d'interdire de parole un groupe. Après, avec le drapeau du Hezbollah, tout ça sent, et les slogans criés sur scène, tout ça sent très fortement la provocation. D'ailleurs, je me demande même, je me posais la question, un groupe comme ça, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Voilà. Quel est leur message? Si je vais plus loin dans votre réflexion. Je doute que ce soit des spécialistes du Proche-Orient, par exemple. Donc, on est sur une espèce d'effet de mode très malsain, d'ailleurs. Mais comme les 3/4 des personnes qui manifestent dans les rues. Ah, mais bien sûr. Et donc, c'est vrai que l'interdiction... Alors, imaginons que le groupe ait été interdit du festival. Est-ce que la polémique et la publicité n'auraient pas été encore pire? Ça aussi, c'est une question qui a dû se poser. Sean School? Oui, moi je vais revenir à ce que je disais au début de cette émission, c'est qu'on voit ici un 2 poids 2 mesures des autorités françaises qui, d'un côté, vont interdire certaines organisations jugées extrémistes comme Civitas, mais vont laisser vont maintenir cette représentation de NICAP, alors qu'il faut quand même le rappeler, ils sont accusés de terrorisme en Grande-Bretagne. Donc là, on note un 2 poids 2 mesures. Ce que je disais tout à l'heure, où est la culture, où est la liberté d'expression quand on brandit un symbole terroriste finalement pendant un concert, Sean School? Oui, et c'est à l'état de droit de trancher, c'est aux autorités. Il faut laisser, à mon avis, l'état de droit faire son travail, et comme j'ai dit, ils sont quand même accusés de terrorisme en Grande-Bretagne. Et l'un des membres a été inculpé au Royaume-Uni pour infraction terroriste. C'est ça, c'est une donnée à prendre en compte, et on peut comprendre la polémique que suscite du coup le maintien de ce groupe de rock. Un dernier mot sur ce sujet, Pascal Bito-Panelli. Il faut avoir, comme ça a été dit par mon camarade de droite, tous les éléments. Donc là, il est vrai qu'en l'espèce, on les a pas. Moi, je suis... vous savez, quand on regarde, on suit l'ensemble de ces mouvements. Blessé dans le 17e arrondissement de Paris, ça c'était il y a quelques jours, alors qu'il procédait à des interpellations lors de vols à la roulotte. Là non plus, il n'y a aucune réaction de la part de la France insoumise. Sean School, on comprend finalement que c'est toujours la police qui est dans leur viseur, dans leur collimateur. Oui, parce qu'il y a de l'instrumentalisation politique, et moi je suis pas d'accord, la police ne tue pas, elle sauve, et j'ai l'impression que LFI comprend tout à l'envers, et c'est à se demander s'ils font exprès. Pourquoi vouloir désarmer la police lorsque les délinquants ont des kalachnikovs, ou lorsque on sait que les violences vis-à-vis de la police augmentent? Les policiers, eux, ils ont besoin de leurs armes pour exercer leur métier. Et je vais vous donner un exemple. Notamment en France, il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Et dans 20% des cas, le policier a besoin de son arme, d'utiliser son arme. Donc c'est vouloir enlever une arme, l'arme des policiers municipaux, c'est leur enlever leur outil de travail. Et également, avec tous ces propos, c'est les stigmatiser dans leur travail. Frédéric Paya. Je suis tout à fait d'accord, et je rajouterais que, effectivement, nous sommes dans le narratif, et la France insoumise fait des grandes phrases, la police tue. Peut-être à cause du fait qu'il voulait avoir une réussite ou quelque chose qui serait sous son nom dans le domaine international avant la fin de sa présidence. Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas justement pourquoi avoir choisi ce moment qui est vraiment le pire des moments, parce que nous avons encore nos otages dans les tunnels du Hamas. Nous avons encore 50 otages. La guerre continue. Le Hamas a encore pris en otage. Un responsable du Hamas a déclaré après ça que le 7 octobre avait porté ses fruits. Mais tout à fait. Voilà pour ces mots de l'ambassadeur d'Israël en France, Sean School, une réaction à ces propos. Et encore une fois, la France et Israël, voilà, ce sont deux pays qui ont toujours été alliés. La France fait partie des pays qui ont voté pour la création de l'État d'Israël. Oui, et au final, ce que je pense que Netanyahou, ce qu'il reproche en fait à Emmanuel Macron, c'est d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Et derrière, il y a eu un effet boule de neige avec d'autres États occidentaux qui vont maintenant reconnaître l'État palestinien.
Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une incompréhension entre Macron et Netanyahou. Et je rejoins ce que vous disiez. Macron n'est pas contre Israël, mais prône, comme vous le dites, une autre stratégie pour résoudre ce conflit et libérer les otages et vaincre le Hamas. Allez, c'est un concert prévu demain qui fait énormément parler, celui du trio nord-irlandais NICAP au festival Rock en scène à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Le concert est maintenu demain par les organisateurs et pourtant c'est un groupe engagé pour la cause palestinienne qui est accusé de soutenir le Hezbollah. Le Conseil représentatif des institutions juives de France a demandé sa déprogrammation tandis que la région Île-de-France a confirmé sa décision prise en juin d'annuler sa subvention au festival pour l'année 2020. Politique d'Emmanuel Macron qui viennent valider parfois d'une certaine façon le narratif du Hamas, la pression constante que met Emmanuel Macron sur Israël, au lieu de la mettre justement sur le mouvement islamiste, ne viennent pas mettre de l'huile sur le feu et alimenter une certaine forme d'antisémitisme. C'est la question qu'on peut aussi se poser, Sean School. Oui, moi j'irais pas jusqu'à dire que... Enfin, je ne pense pas que Netanyahou devrait dire que Macron attise l'antisémitisme, mais en effet, comme on l'a vu déjà... Alors il n'a pas dit ça exactement, il a dit que la volonté, la décision d'Emmanuel Macron de déclarer, de reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre, attisait le feu de l'antisémitisme. Ouais. Bah oui, mais comme on l'a vu, l'antisémitisme est un problème, mais je pense qu'il faudrait éviter les amalgames avec le président français. Mais à mon avis, il y a une différence de stratégie plutôt. C'est comme ça qu'il faudrait l'analyser sur la situation à Gaza, où Netanyahou va prôner une action militaire, une ligne plutôt dure pour vaincre le Hamas, libérer les derniers otages. Là où Macron va ouvrir une voie, ou va prôner une voie plus peut-être consensuelle. Et autres, en reconnaissant l'État palestinien. Donc je verrais plutôt une différence de stratégie, là où Netanyahou n'est pas d'accord avec Jean-Marie Godard. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante aujourd'hui, en tout cas pour la France, c'est qu'il faudrait qu'on arrête d'importer ce conflit sur notre sol en permanence, parce que ça ne fait que générer des tensions. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas de cette France? Parce que les Juifs sont victimes de cet antisémitisme de plus en plus, mais ce sont les valeurs françaises et notre cadre de vie et de valeurs qui est attaqué. Et si nous ne disons rien, ça commencera par les Juifs et ça finira autrement. Sean School, ce que nous dit en substance Perla Danan, c'est que ça a commencé comme ça en fait. Les événements terribles de la Shoah, les événements terribles de la Deuxième Guerre mondiale ont commencé comme ça pour la communauté juive. Donc on comprend l'inquiétude des Juifs de France face à cette montée terrible des actes antisémites. Oui, bien sûr qu'on la comprend, l'inquiétude, et il y a une montée de l'antisémitisme, mais moi je ferais un peu attention vis-à-vis des parallèles historiques pour éviter de tomber dans un anachronisme, car le contexte politique était quand même différent. Mais là je vous rejoins dans vos propos de tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, en France, on a vu une importation de ce conflit israélo-palestinien par certaines formations politiques à des fins électorales. Et je tenais également à rejoindre les propos de Madame sur le fait que ces violences, cette montée de l'antisémitisme vis-à-vis d'une communauté, c'est contraire aux principes républicains et ça illustre une crise de la démocratie en général. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On va pouvoir peut-être voir à l'écran la réaction de Bruno Retailleau quand il dit « ce n'est pas notre conception de la République, ce n'est pas notre conception de la dignité humaine ». Oui, et il a raison, parce que qu'est-ce que la République? La République, c'est faire société ensemble en percevant ce qui nous rassemble avec un autre individu, une autre communauté, et pas nous définir en fonction de ce qui nous différencie. Et ces actes illustre justement une crise de la démocratie et une crise des valeurs républicaines. Mais ça ne se limite pas qu'à la France. Je tiens à préciser qu'il y a également eu les événements à Amsterdam où des joueurs de foot, enfin des supporters de football israéliens s'étaient fait attaquer. Oui, ça c'était en novembre de l'année dernière. Oui. Cette chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam en marge d'un match de foot entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam. Mais ça s'est également reproduit dans le même pays, en Hollande, hier ou avant-hier, dans un de l'Assemblée nationale parce qu'il couvrait une manifestation de la France insoumise. Sean School, quand on refuse l'accès à un journaliste critique, c'est qu'on refuse le débat d'idées?
Bien sûr, et c'est paradoxal parce que le parti de la tolérance prône en fait l'intolérance. En préparant l'émission, j'ai regardé une statistique et dans le dernier baromètre ELAB, 75% des Français ont une opinion négative de Jean-Luc Mélenchon. Donc lui et son parti ne font que aggraver son cas à travers des actions pareilles, en refusant l'entrée d'un journaliste, et c'est également s'attaquer au 4e pilier de la démocratie et refuser le débat, en effet. Dans un instant, on va parler de la lettre de Benyamin Netanyahou adressée à Emmanuel Macron qui a beaucoup fait réagir ces derniers jours. On écoutera notamment l'ambassadeur d'Israël en France qui s'est exprimé également sur ce sujet. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité, 15h31 sur CNews, c'est avec Alice Sommerer.